santé. Le rendez-vous a été lancé en 2003, 30 éditions, c'est quand même pas rien. Vu la 31e avec vous, monsieur le secrétaire d'État. À chaque fois, c'est le même principe, c'est un expert qui vient parler d'un sujet de santé, de société, auprès d'un public averti de professionnels. Le rendez-vous est devenu régional en 2012, ça veut tout simplement dire qu'il tourne d'un département à l'autre dans la région centre. Et il y a déjà eu des sujets très intéressants. On a eu des secrétaires d'État ou ministres déjà nous parler obésité ou européanisation des systèmes de santé. On a eu le président de la lutte contre le cancer, et puis des gens comme ça, voilà, à chaque fois experts dans un domaine. Alors aujourd'hui, notre invité, c'est Adrien Taquet. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Un grand merci d'être avec nous. On va en remercier, je crois, aussi Philippe Chalumeau. J'ai pu comprendre que c'était grâce à vous que M. Taquet était parmi nous. Donc merci à tous les deux. Nous allons parler, vous allez nous parler de violences éducatives ordinaires. Le sujet est vaste, riche. Je crois qu'on ne pouvait pas être plus dans l'actualité. Vous allez nous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais à ça, nous allons céder la parole à la Mutualité Française Centre. Alors, sa présidente, Mme Linaillot, n'est pas parmi nous. Elle s'en excuse. Elle est retenue par une assemblée générale essentielle pour sa structure. Mais fort heureusement, nous avons Stéphanie Soares. Et vous êtes Stéphanie Soares, administratrice déléguée à l'animation du mouvement de la Fédération de la Mutualité Française Centre-Val de Loire. Donc, merci à vous et merci de vos paroles. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le secrétaire d'État, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis particulièrement honorée d'ouvrir effectivement cette matinale avec vous. Heureuse d'être parmi vous aujourd'hui parce que, vous venez juste de le dire, les matinales de la santé se sont maintenant inscrites dans le paysage régional grâce à une coopération fructueuse entre la Mutualité française, l'Union régionale de la Mutualité française Centre-Val de Loire et la Nouvelle République. Donc très régulièrement, l'Union régionale, qui est la maison de toutes les mutuelles pour la région Centre-Val de Loire, organise sur les territoires ces temps d'échange sur des sujets d'actualité. Et d'ailleurs, cette initiative a fait une émulation, puisqu'aujourd'hui, on a suscité même des vocations, puisqu'aujourd'hui, on retrouve aussi ce type de matinale sur d'autres territoires. D'autres de nos unions régionales ont pu suivre ce modèle et apportent cette richesse des débats dans le mouvement mutualiste notamment. Donc, en tant qu'administratrice fédérale de la mutualité française, je suis, moi, convaincue de l'utilité de ces moments, de l'utilité politique de ces moments de débat. Et donc, je remercie tout particulièrement l'équipe de l'Union régionale de la Mutualité française Centre-Val de Loire de m'avoir invité pour ouvrir ces travaux ce matin. Donc, une matinée qui verra le secrétaire d'État, M. Adrien Taquet, évoquer les sujets de violence éducative ordinaire. C'est un sujet grave qui ne peut laisser indifférent. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir la mutualité française sur des sujets qui peuvent être l'accès aux soins, qui peuvent être également la prise en charge du vieillissement ou l'adaptation de la société au vieillissement. Mais c'est parce que nous sommes un mouvement social et non pas une seule fédération professionnelle que nous avons à nous inscrire dans ces débats. Donc on a eu l'occasion, je pense, de vous faire part de notre point de vue, ou en tout cas nos collègues de la région des Hauts-de-France ont eu l'occasion de vous faire part d'un certain nombre de points de vue de la mutualité française très récemment. Et effectivement, les sujets de santé ou les sujets sur l'autonomie et le grand âge ne sont pas l'alpha et l'oméga du mouvement mutualiste. Je le disais il y a quelques instants, la mutualité française est avant tout un mouvement social avec des militants, certes, des militants qui s'investissent sur l'offre de soins, mais pas que. Nous nous attachons en tout cas à ne pas nous cantonner au secteur de la protection sociale et de pouvoir contribuer au débat sur l'ensemble des sujets de société. Donc nous nous attachons effectivement à ouvrir un peu plus que les sujets de santé. En septembre 2017, par exemple, la mutualité française avait fait le choix d'ouvrir ses journées de rentrée, puisque annuellement nous avons des moments assez forts à la rentrée
sur des sujets qui ne sont pas forcément uniquement liés à notre mouvement mutualiste. On avait fait un premier choix, c'était d'ouvrir nos travaux sur l'impact des perturbateurs endocriniens et sur les sujets de santé environnementale. Notre congrès, par exemple, de juin 2018, avait donné la parole à la fois aux syndicats, que ce soit de salariés ou professionnels, pour parler des mutations du travail. Et là encore, nos prochaines journées de rentrée qui auront lieu en septembre prochain porteront notamment sur l'innovation et l'adaptation du système de santé. Et je pense que certains d'entre vous ont pu le lire, Stéphane Junique, président du groupe de la mutualité au sein du Conseil économique, social et environnemental, a coécrit un avis sur la question de la grande précarité en France. Donc tout cela pour vous dire que l'environnement mutualiste, ou en tout cas l'environnement que nous souhaitons occuper, le champ d'intervention que nous souhaitons occuper au niveau de la mutualité est très large. Donc les violences éducatives ordinaires représentent une question naturelle et légitime pour la mutualité, et ça n'est pas un hasard si c'est le thème qui a été choisi. À la fois fait de société qui intéresse le citoyen, et tout ce qui intéresse le citoyen intéresse la mutualité française. Et les violences éducatives ordinaires concernent directement la sensibilisation et la formation des personnels travaillant pour les mutuelles et les parents. Vous le savez, les mutuelles gèrent un réseau d'établissements et de services de soins et d'accompagnement mutualistes. Au niveau national, ce sont 2600 établissements qui quadrillent le territoire. Ce maillage territorial compte notamment 250 établissements et services dédiés à la petite enfance, des établissements d'accueil de jeunes enfants, donc des crèches, mais aussi des crèches d'entreprise, des services innovants d'accueil en horaire atypique, souvent cofinancés par l'employeur, des relais d'assistantes maternelles, des services à domicile et quelques établissements de protection de l'enfance et d'aide à la parentalité. On a par exemple en mutualité 2 pouponnières à Bastia et à Angers, un centre maternel également, et un centre d'adaptation éducative en milieu ouvert également à Bastia. Donc un champ d'intervention assez large, qui souvent est oublié quand on parle de mutualité, où on nous voit comme une complémentaire santé, essentiellement comme un assureur, mais nous sommes avant tout un acteur de territoire sur l'offre de soins et de services aux populations. Donc chaque année, on a à peu près 10 000 enfants qui fréquentent l'accueil collectif, et nos activités dans le secteur de l'enfance en mutualité représentent 1900 emplois. Donc ces professionnels de la petite enfance sont sensibilisés, formés, et nous pensons qu'il s'agit d'un vecteur primordial. Cette formation et cette sensibilisation est un vecteur primordial si on veut prévenir des violences éducatives. Quand on connaît la plasticité du cerveau du jeune enfant et l'impact sur son développement et sur son développement et sur l'adulte qui deviendra, nous devons tous contribuer à l'accompagnement des parents pour éviter les violences qui, comme vous le rappelez souvent, Monsieur le Ministre, dans le cadre notamment de l'entretien que vous avez donné à la Nouvelle République, peuvent prendre des formes multiples. Alors ce rôle de prévention, d'éducation à la santé et de pédagogie, nous l'avons dans nos gènes, et cette logique de prévention fait partie de l'ADN mutualiste. Donc c'est par ce prisme que la mutualité prend pleinement son identité de mouvement social pour le bénéfice du progrès social, pour le bénéfice de la société en général. Cette matinale, c'est aussi l'occasion de le rappeler, et je remercie encore une fois l'Union régionale et la Nouvelle République d'organiser des événements d'une telle qualité. Donc merci encore de m'avoir invitée. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu ouvrir vos travaux, et j'ai le plaisir de rendre la parole à Emmanuel Pavillon pour animer cette séquence et donc la rendre riche de vos débats et vos échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Soares. Alors, nous allons donc être une grosse heure avec vous, Monsieur le Ministre. Vous allez d'abord nous parler un peu, et puis il y aura un échange questions-réponses avec la salle. On va parler de violence éducative ordinaire. Alors, je pense que tout le monde ici a bien conscience de quoi il s'agit. Madame Soares l'a dit, ça va de la fessée à la brimade, de la claque à la grosse punition. C'est un sujet lourd, sensible, parce que quelque part, c'est présent dans un petit peu toutes les familles, quoi qu'on en pense. Et c'est un sujet éminemment d'actualité, puisque le Sénat a validé leur interdiction la semaine dernière. Alors, vous allez voilà, nous parler un petit quart d'heure. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, en liminaire, c'était vraiment que je reste 1 heure. J'aimerais bien que, si ça ne vous dérange pas, quelqu'un puisse stopper la clim, que je me prends comme ça. On n'a pas dit 1 heure vivant, on a dit 1 heure. Voilà, merci beaucoup. Par mesure de prévention, je
croire que on a la tour. Bon, bonjour à tous, Madame la Préfète, Mesdames et Messieurs les parlementaires, cher Philippe, effectivement, merci beaucoup pour ton invitation. Chers tous, Madame l'administratrice, Mesdames et Messieurs les professionnels, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup pour votre invitation, pour le temps que vous voulez bien partager avec moi ce matin, pour effectivement parler d'un sujet important, un sujet d'actualité. Vous avez rappelé, je ne sais pas qui a dégainé en premier, c'est la mutualité ou ce sont les sénateurs, mais effectivement, nous avons le Sénat, nous avons les sénatrices, a adopté à l'unanimité une proposition de loi qui émanait de la députée Maud Petit, députée Modem, visant à interdire ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires dans notre pays. Et le propos peut-être que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est de dire à quel point tout cela n'est pas que de l'ordre du symbolique, à quel point tout cela est fondamental, à la fois pour nos enfants, évidemment, et pour leur développement, et je vais y revenir, mais aussi pour la politique publique que nous souhaitons mener en direction de l'enfance. Car cette loi est une première brique, une des briques, un véritable changement que nous voulons opérer dans la protection de l'enfance, en réalité. Parce que la protection de l'enfance, ça commence, parfois, par mieux accompagner les parents dans leur projet d'être parents. Voilà. Et c'est le volet prévention fort, important, du pacte pour l'enfance que je souhaite porter, qui est celui de l'accompagnement à la parentalité. Et c'est là-dessus que je me permettrai de conclure et d'élargir mon propos. Mais pour commencer par ce dispositif législatif, par cette loi, dont la vocation est évidemment d'accompagner un changement de paradigme éducatif. On veut véritablement instaurer des principes d'éducation bienveillante dans notre pays. D'instaurer ce modèle éducatif bienveillant, vous le savez, pour un peu généraux pour commencer, l'éducation est le lieu où se structure l'identité de l'enfant, où va s'affirmer son libre arbitre, sa capacité de jugement. Et on ne peut pas élever un enfant sans se référer à des principes, à des savoir-être, et avec un objectif pour tout parent, que peut-être sûrement un certain nombre d'entre vous ont été, sont encore, c'est le cas. Moi j'ai 2 jeunes enfants de 3 et 7 ans, donc tout ce que je vous raconte, j'expérimente au quotidien. C'est faire de l'enfant un être autonome, qui soit capable de socialité, et qui porte au cœur un certain idéal de fraternité qui nous rassemble en tant que communauté humaine, mais aussi en tant que nation. Et donc le parent doit avoir le souci constant de cette cohérence entre des principes affichés et des méthodes éducatives qu'il va mettre en œuvre. Et c'est peut-être là que réside un paradoxe, que vous avez peut-être expérimenté, qui est que l'autonomie de tout enfant et la mentalité du futur adulte qui sera se construit dans une certaine dépendance. Et une éducation bienveillante a une visée émancipatrice. Et donc au fur et à mesure que l'enfant grandit, chacun apprend de l'autre, une confiance s'installe, et l'enfant va apprendre le respect et le parent l'empathie. Et dans le cadre d'une éducation bienveillante, chacun apprend de l'autre, travaille sur soi, avec une tâche qui est peut-être plus lourde que dans le cadre d'une éducation qui serait purement réactive, parce qu'il faut effectivement aux parents de la patience pour comprendre, pour savoir expliquer quand l'enfant fait un faux pas, et aussi savoir le récompenser quand il s'impose. Et donc pour s'orienter, l'enfant a besoin de repères, il doit pouvoir trouver une oreille attentive, une oreille confortante tout au long de sa vie, une vie faite de joie, d'erreur évidemment, parce que l'erreur est aussi celle de l'apprentissage évidemment. Et la confiance en soi, l'attention portée à l'autre, la responsabilité accrue, tout ça sont des bienfaits qui sont considérables pour l'enfant. Et à l'inverse, les violences éducatives, loin de favoriser cet accès à l'autonomie, exacerbent au contraire cette relation d'assujettissement de l'enfant à ses parents. Et elles ont effectivement souvent des effets irréversibles chez l'enfant. Alors souvent, ces violences éducatives qui sont dites éducatives ordinaires, qui sont exercées par les parents, qui vont effectivement de la simple brimade à des violences physiques plus graves, sont parfois le symptôme, en réalité, de difficultés
agir et les accompagner. Et Janusz Korczak, que vous connaissez probablement, a dit il y a beaucoup de choses terribles dans ce monde, mais la pire est qu'un enfant ait peur de son père, de sa mère ou de son professeur. Et Agnès Buzyn d'ailleurs l'a rappelé, c'était lors de la présentation de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, c'était en novembre dernier, elle a dit on n'éduque pas par la peur aussi enferme et on y étouffe. Alors oui, effectivement, les coups, les raclés, les fessées, vous l'avez rappelé, sont autant de stigmates que l'enfant devra porter toute sa vie. Et j'aimerais partager avec vous quelques chiffres terribles pour prendre un peu la mesure de l'ampleur de ce phénomène. La Fondation de France, et que ce soit pour moi l'occasion, parce que je crois qu'il y a des gens de Stop Violence Éducative Ordinaire dans la salle, que ce soit l'occasion pour moi de remercier les associations, parce que vous avez fait depuis nombreuses années, trop nombreuses années, vous avez fait un boulot formidable auprès des politiques que nous sommes, notamment, pour que nous aboutissions aujourd'hui. Donc merci à vous, véritablement. La Fondation de France, donc, pour l'enfance, pardon, pas la Fondation de France, la Fondation pour l'enfance qui travaille sur ce sujet-là aussi, estime, du sondé, que 85% des parents français ont déjà eu recours à des violences éducatives ordinaires. 75% des maltraitances infantiles sont le fait de ces punitions éducatives corporelles. Et plus de 50% des parents ont frappé leur enfant avant l'âge de 2 ans. Persuadés que l'éducation qu'ils avaient eux-mêmes reçue leur avait été utile et profitable. Et donc reproduisant comme ça le modèle éducatif qu'on leur avait inculqué. Or, contrairement à ce qu'on entend encore, ce qu'on a moins entendu, j'ai trouvé à l'occasion de l'adoption au Sénat, rien n'est plus faux que l'idée selon laquelle les violences éducatives ordinaires forgeraient le caractère. Il n'y a pas de petites claques, il n'y a pas de petits fessés, ça ne fait pas de nous des hommes, il n'y a pas de petites vexations. Toutes les études récentes, de plus en plus d'études, le développement des neurosciences, nous prouvent, nous montrent qu'une éducation punitive a des conséquences désastreuses sur le développement, sur la santé mentale, sur la stabilité affective, sur l'estime de soi de l'enfant. Ce sont des conséquences qui sont à la fois immédiates, on l'observe, mais aussi des conséquences sur le plus long terme. Ça va effectivement accompagner la vie de l'enfant tout au long de son développement. À court terme, on observe effectivement une hausse des comportements agressifs chez l'enfant qui a subi des violences, avec un risque accru de troubles cognitifs. Et ça, le développement de l'imagerie du cerveau nous le prouve. Et à long terme, on observe une baisse de l'estime de soi, l'augmentation de comportements antisociaux, l'augmentation de la prévalence de troubles cognitifs, mentaux, de comportements addictifs, s'agissant de dépression, d'anxiété, d'abus d'alcool, et pour les cas les plus graves, une déficience mentale qui est liée à la réduction de la zone grise du cerveau. Puis on observe aussi des risques d'obésité plus élevés, avec des troubles cardiovasculaires qui peuvent y être associés. On constate aussi des enfants qui ont été victimes de violences familiales, qui sont susceptibles de devenir des adultes qui sont constamment habités par la peur. J'ai une expérience récente, c'est frappant. Vous connaissez cet animateur de télévision qui s'appelle Thierry Beccaro, probablement, qui a fait une vidéo sur Brut, racontant qu'il avait été un enfant victime de violences concernant sa jeunesse. C'est une vidéo qui a eu, on en est à 14 millions de vues. C'est assez étonnant de voir que dès qu'on parle de violence sur enfants, dès qu'il y a des témoignages de cette nature-là, tout d'un coup, il y a un écho et une résonance immédiate dans la société. Et c'est plutôt une bonne chose. Je pense que là, il y a une parole qui est en train de se libérer. Je pense qu'il y a une prise de conscience sociétale qui est en train de naître. C'est des petits signaux faibles qu'il faut qu'on amplifie. Parce que je fais une petite parenthèse, mais la situation des enfants dans notre pays est loin d'être glorieuse. Vous connaissez les chiffres. Hein. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Ça, c'est sans le chiffre noir, hein, des
Ça commence, parfois, pas systématiquement, par des violences éducatives ordinaires. Il y a un continuum de violence. Vous savez, il y a 20 000 plaintes par an pour violences sexuelles sur enfants. Donc ça veut dire qu'il y a probablement 5 à 10 fois plus d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année dans le pays. Et puis 4 millions de nos concitoyens ont été victimes d'inceste. C'est ça la réalité de l'enfance dans notre pays. Et tant que ça ne sera pas un sujet de société, c'est-à-dire que chacun individuellement et nous tous collectivement on s'en saisira, on n'arrivera pas à améliorer la situation. Je pense qu'il y a un certain nombre de signaux faibles là qui montrent qu'on est sur la bonne voie, et un de mes gros enjeux en tant que ministre, c'est de faire en sorte que ce sujet devienne un sujet de société comme les violences conjugales peuvent l'être actuellement, et on voit qu'en dépit de ça, ça reste un problème difficile à résoudre. Mais je vous parlais de Cyril Beccaro et de sa vidéo à 14 millions de vues, et que j'ai rencontré pour qui me raconte. Et même quand on est dans un bureau à deux, il est au bord des larmes en fait, quand il en parle. Il a sa voix qui est si. Et il me racontait que pendant des années, et maintenant ça va mieux, mais c'est tout récent, il avait peur de prendre l'avion. Donc et cette peur, cette angoisse, il a vécu pendant 40, 50 ans. Et maintenant ça va mieux, mais elle est liée à ce qui se passait dans son enfance avec son père et avec les violences qu'exerçait son père sur lui. Donc toute la vie, ça poursuit les enfants qui ont été battus ou maltraités. Et puis ce que mettent enfin en exergue les études, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sont des mécanismes de reproduction des actes de maltraitance de génération en génération. C'est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, 50% de ces parents qui ont frappé leurs enfants de moins de 2 ans, persuadés que l'éducation violente qu'ils ont reçue était effectivement la bonne, c'est ça qui en fait de ce qu'ils étaient, et qu'il fallait que leurs enfants en profitent à leur tour. Donc il y a une véritable urgence à agir et à casser cette dynamique de reproduction de la violence de génération en génération. Et c'est en cela aussi que cette loi est importante. Alors par ailleurs, vous le savez probablement, mais il y a une nécessité au regard de nos obligations internationales d'adopter cette loi. Nous sommes un des derniers pays à ne pas avoir adopté de législation interdisant les violences éducatives ordinaires. Vous savez, probablement cette année, nous allons célébrer le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il était de bon ton tout de même que nous ayons passé cette législation avant d'arriver au 20 novembre, date anniversaire. Parce que vous le savez, jusqu'à l'adoption de cette loi, qui va encore être ratifiée, existait dans la jurisprudence de la Cour de cassation un droit de correction qui était reconnu aux parents, et l'adoption de cette loi y met fin. On avait été condamné à de nombreuses reprises parce que c'est un principe juridique de notre droit qui contrevenait à l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'homme et à l'article 17 de la Charte sociale européenne. Nous avons été condamnés plusieurs fois et nous figurons enfin dans les tout derniers pays à avoir adopté une législation contre ces violences éducatives ordinaires, et qui est pour moi un premier pas sur la route de la célébration du 30e anniversaire. Nous avons encore quelques cases à cocher, me semble-t-il. Voilà pour cette disposition, et je vous le disais en introduction, c'est là-dessus que je conclurai. Nous avons effectivement, je pense, vocation à accompagner les parents qui en ont le plus besoin dans leur projet d'être parents. Et ce, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits de l'enfant. Alors un certain nombre on dit, nous n'avons pas la légitimité, que la puissance publique n'a pas à venir s'immiscer dans ce qui est un peu le dernier espace sacré de liberté qui est la famille. Mais je pense, moi, qu'au nom de l'intérêt de l'enfant, de ses droits, nous avons toute vocation à le faire, et dans tous les déplacements que je fais depuis 6 mois, je rencontre beaucoup de parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, à
pouvoir être accompagnés pour ne pas arriver à une situation de placement, des choses plus dramatiques encore. Nous travaillons depuis plusieurs semaines. Ça a été évoqué par le président de la République à l'occasion de la conférence de presse de sortie de grand débat, autour de l'idée des 1000 jours, des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Ces 1000 premiers jours, alors il n'y a pas de consensus total sur où est-ce que ça commence, où est-ce que ça termine, est-ce que c'est avant même la conception ou la conception. Partons sur le 4e mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Ces 1000 premiers jours, c'est là où tout se joue, ou en tout cas où beaucoup de choses se jouent. C'est là où beaucoup de choses se jouent pour la santé de l'enfant, évidemment. C'est là où beaucoup de choses se jouent pour son développement, son éveillement. C'est là aussi où se forgent, où se creusent, se développent parfois les inégalités sociales. Et je pense que travailler sur ces 1000 premiers jours, surinvestir, comme nous souhaitons le faire, sur les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, c'est à la fois fondamental, je vous le disais, pour la protection de l'enfance, parce que c'est là que cela commence. Et par ailleurs, je pense que c'est au cœur de notre projet politique, au cœur du projet politique du président de la République. Il s'agit de lutter contre les inégalités de destin, d'essayer de rétablir l'égalité des chances. Et c'est là, tout comme quand on dédouble les classes dans les CP et dans les CE1 c'est là que l'on peut redresser, excusez-moi le terme, impropre, quelques trajectoires de vie qui partent plus difficilement que celles des autres. Donc, je pense qu'on est véritablement là, au cœur du projet politique que nous portons. Ces 1000 premiers jours de l'enfant va être l'occasion aussi pour nous d'opérer un second basculement, qui est de passer d'une approche française, tout ça c'est un peu caricatural, vous m'en excuserez, mais d'une approche française très axée sur la santé, comment va se passer l'accouchement, quel vaccin pour nos nouveau-nés, à un accompagnement plus psychosocial ou socio-éducatif. Comment je dois me comporter quand mon bébé n'arrive pas à pleurer, et pourquoi il ne faut pas le secouer, et quelles conséquences cela peut avoir. Pourquoi ne pas exposer mon enfant aux écrans avant 3 ans, quelle nutrition mettre en place pour lui. Peut-être une réflexion aussi sur les modes de garde. Donc on sait que c'est une préoccupation majeure des parents. Ils arrivent à 2 ans. Etc. Bref, tout un accompagnement qui va basculer du sanitaire, de la santé, à du socio-éducatif. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler et qui fera l'occasion d'annonce au dernier trimestre de l'année. On a déjà commencé un petit peu à mettre quelques premières pierres au-delà du discours. Je crois qu'il y a quelqu'un de la PMI qui est dans la salle. Et effectivement, il y a beaucoup d'institutions, de personnes qui sont en contact avec la petite enfance sur nos territoires. Le Libéro, la CNAF, la CAF, le PMI, l'assurance maladie, évidemment. Et c'est vrai que la PMI est un des acteurs qui nous semble devoir jouer un rôle non pas exclusif, évidemment, mais un rôle important dans cette nouvelle approche de prévention. Parce que c'est son ADN, d'une part, cette formidable invention de l'après-guerre, qui incarne un peu notre modèle français. C'est une institution qui a connu des difficultés ces dernières années, parce qu'on en a demandé de plus en plus, sans forcément mettre en place les moyens. Et on a la volonté, à la suite d'un rapport que nous a remis une députée, la députée Michel Perron, ça a à peu près un mois, de réinvestir dans la PMI. Je dis réinvestir, c'est que l'État réinvestit dans la PMI, accompagné par, nous l'espérons, par les départements dont ils dépendent, pour faire de la PMI un peu un des acteurs importants de cette nouvelle approche de prévention. En lui dégageant du temps médical, en lui dégageant un certain nombre de fonctions peut-être qui lui permettent de se recentrer sur ces missions-là, et que ce soit l'occasion de faire progresser un certain nombre d'objectifs de politique de santé publique qui s'inscrivent dans l'action que nous souhaitons mener. Systématiser, généraliser l'entretien prénatal à 4 mois. Systématiser, généraliser
sage-femme après l'accouchement. Car on sait que l'environnement dans lequel grandit un enfant aura un impact sur son développement, évidemment. J'étais en Finlande il y a cela un mois et demi quasiment maintenant, et c'est ce qui se passe en Finlande. En Finlande, à 4 mois, vous appelez votre Neuvela, qui est la PMI locale, et vous rentrez dans un véritable parcours qui va vous conduire jusqu'aux 2 ans d'enfant. Et dans ce parcours, vous allez avoir une quinzaine de rendez-vous avec différents professionnels. Le père sera là, la plupart du temps, à ces rendez-vous. Et puis, dans ces rendez-vous, il y en a un certain nombre qui se passeront à domicile. Voilà. C'est vers ce genre de modèle que nous voulons évoluer, c'est ce à quoi nous travaillons. Et parmi espèce de parcours que nous mettrons en place, évidemment, la promotion du principe d'une éducation bienveillante occupera une place importante. Et c'est en cela que l'adoption de cette loi, le 2 juillet dernier, constitue une première brique à toute cette politique. Voilà. Voilà pour ces quelques propos.